Xavier Baquet, merci beaucoup de nous retrouver au micro de Cavadeos. Alors, vous êtes donc avocat spécialisé en droit équin. Vous avez ouvert un cabinet il y a 16 ans. Alors évidemment, l'aspect juridique de la filière équestre est très vaste, mais on peut peut-être diviser les cas un peu récurrents en deux grands aspects, le civil et le pénal, c'est ça ? Tout à fait. Bonjour, merci de m'accueillir sur Cavadeos. Alors effectivement, j'ai créé ce cabinet il y a 16 ans par passion pour le cheval, passion pour le droit aussi. Et donc j'ai associé ces deux passions en définitive. Et c'est devenu une spécialité en droit équin. Et effectivement, il y a deux aspects comme l'aspect civil, donc tout ce qui sont les litiges civils relatifs aux ventes, relatifs parfois aux escroqueries, relatifs aux accidents, relatifs à des litiges d'assurance. Et puis l'aspect pénal, tout ce litige relatif au mauvais traitement sur les chevaux, aux sévices graves, aussi à l'escroquerie, aussi à l'abus de confiance, parfois dans les ventes. Et donc cela fait des contentieux récurrents, importants, et des contentieux qui occupent nos cabinets. Ceci étant, nous ne sommes pas si nombreux que ça en France à vraiment travailler dans ce milieu, si je puis dire. Plusieurs confrères ont des dossiers de droit équin, mais on va dire que les spécialistes se comptent sur le doigt de la main. Alors, quels sont les acteurs de la filière concernés par cet aspect juridique ? J'ai envie de vous dire, tous les acteurs de la filière, ça va du palefrenier au grand propriétaire. Je veux dire, tous les acteurs, à partir du moment où ils sont des acteurs économiques de la filière, sont intéressés par les aspects juridiques. Et c'est une question intéressante puisque généralement, et surtout dans cette filière-là, on considère que le juridique n'est pas quelque chose que l'on doit prendre en compte. Et moi, j'ai envie de dire, il faudrait le prendre en compte avec autant d'importance que le vétérinaire, par exemple. Parce que il est beaucoup plus agréable et efficient pour l'avocat que je suis, que l'on vienne me voir en amont pour que je puisse prodiguer des conseils pour éviter des litiges. Parce que les litiges, ce sont des choses qui prennent du temps, entre 1 an et 4 ans. On va dire une procédure qui coûte de l'argent parce que bien évidemment nos actions, nos interventions ne sont pas gratuites, nous en avons bien conscience, alors que parfois un simple conseil qui pourrait coûter une consultation à 350 € par exemple, ce qui est mon tarif horaire parce qu'au cabinet nous avons pour règle d'afficher nos tarifs horaires, eh bien peut vous éviter des litiges à plusieurs centaines de milliers d'euros. Donc tous les acteurs sont concernés, le cavalier, le propriétaire, le propriétaire des haras, les propriétaires fonciers, les ladres, enfin, tout le monde, je veux dire les transporteurs, les assureurs aussi parfois. Donc voilà, tous ces acteurs économiques-là devraient, si je puis dire, même si ça devient de plus en plus le cas, prendre conscience que le juridique est aussi quelque chose qui tend vraiment à prendre une importance de plus en plus grande dans ce milieu. Et donc tous les domaines d'activité sont concernés, y compris les courses et les sports équestres ? Ah mais tout à fait, et c'est une remarque intéressante et importante puisque j'interviens dans ces deux milieux et que force est de constater que le milieu des courses est beaucoup plus structuré que le milieu des sports équestres et que donc nous avons affaire à des intervenants qui sont plus sensibilisés, mais c'est peut-être un côté plus anglo-saxon dans les courses, plus sensibilisés au juridique, à l'importance du juridique, qui va venir nous voir bien avant les problématiques et dans lequel d'ailleurs on aura du judiciaire, mais un judiciaire qui va être un peu différent. Les sports équestres, c'est tout de même, et j'ai envie de dire, faut pas oublier que les sports équestres viennent du maquignonnage quelque part, et c'est pas péjoratif quand on dit ça, mais c'est une philosophie, c'est une culture. On te tape dans la main, le contrat est fait, on n'écrit pas, tout va bien, on est potes. Ben oui, mais sauf qu'à un moment donné, quand c'est 100 € ça va, mais que quand c'est plusieurs millions d'euros, ça devient moins intéressant. Oui, là vous faites référence au commerce de chevaux purement. Commerce de chevaux, parce que tout est commerce, mais on va prendre un exemple très simple. J'achète un cheval qui ne va pas bien. Je veux attaquer en résolution ou en annulation de vente. Oui, très bien, sauf que si le vendeur ne veut pas me reprendre le cheval, ça veut dire procédure. Mais ça veut dire aussi surtout que non seulement si le vendeur est condamné, il doit rembourser le prix du cheval, mais il va devoir rembourser l'ensemble des frais tenus liés à la vente. Donc on va arriver à des sommes parfois colossales, bien supérieures au prix du cheval initial, alors que j'ai envie de dire, on aurait pu s'entendre préalablement et qui sait construire préalablement un contrat de vente qui évite certains écueils. Et cet aspect-là, on le retrouve dans toute l'économie du cheval. C'est vrai pour les beaux ruraux qui concernent les centres équestres. Par exemple, comme vous le savez maintenant, la loi impose à ce que tous les centres équestres fonctionnent sur le mode des beaux ruraux et non plus des beaux commerciaux. Et ce qui fait qu'actuellement dans nos cabinets,
Nous avons beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, mon bail se renouvelle dans un an, qu'est-ce qu'on fait ?» Bon, voilà, donc je préfère qu'on vienne me voir maintenant que l'on aille devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans un conflit qui va être souvent dans l'impasse et qui coûtera très cher. Donc moi, si j'ai un conseil à donner à la filière, mais j'ai envie de dire, il y a une partie de cette filière qui en a bien conscience, parce que, comme vous le savez, vous avez des acteurs économiques qui viennent du milieu des affaires, dans ce milieu chevaux, et donc ils sont sensibilisés à ça, c'est... Franchement, réfléchissez, il est préférable d'avoir, j'ai envie de dire, un avocat près de chez soi que de laisser, entre guillemets, pourrir en espérant que ça ne se dégrade pas une situation qui peut coûter très très cher in fine. Vous le faisiez remarquer en amont, le statut du cheval lui-même a évolué au cours des dernières décennies, on va dire. Exactement. Alors le statut du cheval, quand on parle du statut du cheval, il y a souvent des boucliers qui se lèvent parce que effectivement vous avez une partie de militants, on va dire associatifs de protection animale. Alors, comme vous le savez, je suis aussi l'avocat de la Fondation 30 millions d'amis, donc je ne rejette pas ça, bien au contraire, ça fait partie de mes gènes, si je puis dire. Mais nous ne sommes pas des intégristes, si je puis dire. Vous avez des gens qui veulent faire du cheval un animal de compagnie. Pour moi, c'est une hérésie. Le cheval doit rester un animal domestique. Une fois que l'on a dit ça, le cheval n'est plus comme il l'était au 18e ou au 19e, un animal de rendement, un animal qui travaille dans les champs, un animal qui a aidé l'homme à gagner des guerres, à gagner des batailles. Non, c'est devenu un animal qui n'est pas un animal de compagnie, qui est un animal domestique tout de même très proche de l'homme et qui a un rapport à l'homme qui est tout de même très, très en symbiose avec l'homme et qui est souvent le reflet de ce qu'est l'homme. Donc c'est un animal qui a un statut à part, même si en droit, et c'est toujours un bien meuble, même si le droit a reconnu aux animaux récemment dans le Code civil le statut d'être sensible, le cheval garde dans notre imaginaire et dans notre vie du quotidien une place à part, Et d'ailleurs, si je puis dire, je pense toujours à l'ouvrage de mon amie Isabelle Claude qui a écrit ce très beau livre Cheval, miroir de nos émotions. C'est vraiment ça. Le cheval renvoie à l'homme une certaine image. Donc voilà, cet animal nous est proche tout en gardant sa propre liberté, si je puis dire. Alors sur un plan pratique maintenant, quels sont les outils dont disposent les divers acteurs de la filière pour s'informer sur cet aspect juridique? Alors, comme vous le savez, l'outil premier, c'est devenu Internet, hein, faut pas se le cacher. Vous avez des ouvrages, bien évidemment, qui ont été écrits, mais j'ai envie de dire, les gens lisent de moins en moins, donc achètent de moins en moins les ouvrages. Mais c'est surtout l'outil Internet. Et alors là, il faut tout de même reconnaître qu'il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que, effectivement, vous googlisez une notion, vous googlisez contrat de vente d'un cheval sur Internet, vous allez avoir des X pages sur les contrats de vente. Et je dis à mes clients ou à mes futurs clients, faites attention. Parce que ce n'est pas parce que vous trouvez un contrat dit type sur Internet qu'il va vous satisfaire et qu'il va correspondre à vos situations. Donc, encore une fois, il vaut mieux aller voir un professionnel qui va vous faire du sur-mesure, qui va prendre en considération l'intuitu personnel, les spécifications du contrat pour vous construire quelque chose qui va vous correspondre. Ce qu'on trouve sur Internet, ça sert à s'informer, ça donne déjà une idée première, mais faites très attention. Alors pour rester sur le même type de sujet, ce qui peut concerner certainement de nombreux dirigeants d'établissements, quelle est la validité des contrats que peut faire un dirigeant de centre équestre, par exemple, lui-même vis-à-vis d'un propriétaire ou d'un cavalier ? Alors, bon, il faut savoir que la règle de base du droit, c'est que le contrat est la loi des parties. Donc, chaque partie qui va se rédiger sur un bout de papier au coin d'une table, 3 lignes datées, signées, pourra considérer ça comme étant un contrat. Donc ça, j'ai envie de dire, tout le monde peut contracter à partir du moment où on est sain de corps et d'esprit. Bon, une fois que l'on a dit ça, il est bien évident que le contrat ne doit pas comporter de ce qu'on appelle des clauses exorbitantes de droit commun ou des clauses léonines. Donc, ce n'est pas parce que vous avez contracté que le contrat ne pourra pas être attaqué en justice et ne pourra pas être, voire annulé, ou le juge pourra aussi écarter certaines clauses, car elles seront, comme je viens de vous le dire, peut-être léonines ou exorbitantes de droit commun. Donc là encore, chacun peut contracter, je veux dire, c'est la liberté de chacun, mais je le dis, le redis, vous allez voir le vétérinaire pour un petit bobo.
n'hésitez pas à aller voir des professionnels qui auront un œil de professionnels, qui n'auront pas l'affect que vous avez eu quand vous avez rédigé ce contrat et qui pourront dire voilà, écoutez, là ça va pas, là la ligne jaune vous la dépassez, faites attention et ça vous coûtera certainement moins cher que les problèmes qui pourraient en découler. Donc le cas est un peu le même dans ce qui concerne les litiges avec les assurances par exemple, il faut bien s'assurer en amont qu'on est dans les règles. Alors oui, ça c'est intéressant parce que dans une société qui se financiarise de plus en plus, qui se professionnalise de plus en plus, il est évident que tout le monde cherche un responsable, tout le monde cherche un coupable. Donc effectivement, en bout de course, qu'avons-nous? Les compagnies d'assurance. Bon, alors les compagnies d'assurance vous vendent des contrats d'assurance très chers, elles font leur job, mais bien souvent, et je veux dire vous, moi, tout le monde, nous ne lisons jamais ce que nous signons et vous avez des clauses exonératrices de responsabilité qui vont faire que bien souvent votre contrat ne va pas s'appliquer. Alors, eh bien oui, l'assurance est un point important de nos litiges parce que, j'ai envie de dire, le sport national des compagnies d'assurance, elles ne vont peut-être pas aimer que je dise ça, mais va être de ne pas payer les polices et les sinistres et de ne pas rembourser les sinistres pour lesquels vous avez été assuré. Donc là encore, il faut être vigilant, mais c'est vrai que les litiges assurance sont des litiges importants. Alors donc, pour essayer de résumer évidemment ce sujet très vaste, votre conseil aux acteurs de la filière, c'est, vous le disiez, ce n'est pas parce qu'on a raison en droit que l'on gagne ? Eh bien oui, ce n'est pas parce qu'on a raison en droit que l'on va gagner. Le droit est à interprétation et géométrie variable. Et puis vous savez, il y a une maxime qui est très vraie, que j'ai appris quand j'étais jeune stagiaire chez Maître de Grandvilliers. L'avocat propose, le magistrat dispose. Et c'est pas forcément très évident de faire comprendre aux clients que l'on n'a pas forcément gagné alors qu'on pense intimement avoir raison. Et puis l'autre maxime, c'est ce que me disait toujours Madame de Grandvilliers, quand l'on gagne, c'est que le dossier est bon, et quand l'on perd, c'est que l'avocat est mauvais. Donc j'ai dû moi aussi être très mauvais souvent. Heureusement, parfois, j'ai eu de bons dossiers. Alors je précise que vous avez résumé en tout cas la base de tous ces aspects juridiques concernant la filière dans un ouvrage qui s'intitule « Le guide pratique du droit équin » publié chez La Rivière. Tout à fait, j'ai commis ce petit guide qui sans prétention, très simple, qui se veut absolument pas quelque chose de juridique au sens strict et parfois ésotérique, pardon, oui je trouve plus mes mots ce matin, ésotérique du terme. C'est des petites fiches pratiques qui donnent à chacun déjà une première idée, qui je pense ne comporte pas d'erreur, ou alors qu'on me les signale, qu'on a mis beaucoup de temps à l'écrire justement pour rendre simple ce qui ne l'est pas. Pour vous donner un exemple, ce sont des fiches de 3300 signes. Alors vous qui êtes journaliste, vous savez ce que ça veut dire, hein, 3300 signes, c'est un exercice très compliqué à faire. Et puis voilà, ça permet à tout à chacun de se faire une première idée sur toutes les problématiques que nous rencontrons dans ce milieu et ensuite d'aller voir les professionnels. Merci beaucoup maître et bonne continuation. Merci à vous, c'est un grand plaisir, merci.